10e numéro de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations, qui met en lumière les talents, les témoignages et les parcours de vie atypiques qui sont portés et soutenus par le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une invitée au chemin de vie particulier qui l'a emmenée à s'asseoir à la table des rois, à les côtoyer, à collaborer avec eux, à devenir pour eux une associée fiable, stable, productive, un véritable moteur dont il n'aurait pas très envie de se passer. Vous l'aurez donc compris, chers invités, nous recevons aujourd'hui une reine qui porte une couronne de couleur verte et elle nous dira pourquoi. Bonjour très chers invités, très chère reine, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos très chers auditeurs en long, en large, en hauteur et en profondeur, j'ai presque envie de dire en esprit et en vérité. Magnifique, c'est simplement magnifique. Je n'ai jamais entendu une présentation aussi profonde et chaleureuse. Et je vous remercie pour ça. Merci. Merci à la reine que tu es. Et moi, je suis Paul Saranguier, je suis la fondatrice et la coordonnatrice d'une association qu'on appelle Human en Press, qui veut dire Impératrice Humaine, une association qui est mise au centre l'humain, dans sa généralité, dans sa particularité, dans son énergie, et en rappelant la place première qu'occupe le Seigneur dans la vie musulmane. Je suis une jeune femme très belle. C'est tout. Je pense que c'est tout pour moi. Alors, on va commencer notre émission. Alors, je vous ai présenté en tant que reine. Vous nous avez dit que vous portez une couronne parce que vous êtes la coordinatrice de Human en Press. Mais il faut dire que le statut de reine, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, en tout cas, à la manière des hommes, vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous êtes né d'une famille plutôt modeste, mais qui vous a transmis une richesse qui n'était pas à ce moment-là visible à l'œil nu. Des principes, des valeurs, une certaine sensibilité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette sensibilité ? Évidemment, je suis née déjà dans un quartier très reculé de la ville de Brazzaville et c'est l'un des quartiers où on qualifie des quartiers, je dirais, un peu à l'image du quartier du danger parce que je suis née à Mikalo, fief des bandits, des braqueurs. Et ensuite, très vite, j'ai déménagé pour un quartier encore un peu plus reculé qui, à cette époque, était considéré comme un village. Donc, j'arrive à Massengo en 99. Et donc en 99, je côtoie l'ère d'un paysage assez paisible, où les gens sont très attachés à la culture, à la cueillette, à la cohésion sociale. En fait, quand vous vivez dans cette atmosphère-là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, notamment le bonjour le matin à un voisin, le ménage ensemble entre voisins, quelque chose qui est très important, le midi repas de famille, un élément bête à dire mais très important, le pardon, parce que quand vous vivez en société, surtout en cohésion sociale, il y a beaucoup de palabres. Et là, vous apprenez à gérer les choses avec le cœur et la tête. Et je fais ma scolarité dans cette atmosphère-là, loin de la ville. Ce qui veut dire que très tôt, j'ai côtoyé les mêmes amis pendant des années et des années. La notion de fidélité va naître déjà à partir de cet instant-là. J'ai des amis aujourd'hui, on a plus de 25 ans d'amitié, mais parce que nous étions dans cette communauté-là. Et il y a la notion de travail qui va naître, parce que vous êtes presque dans une savane, parce qu'à l'époque même Massengo c'était une savane, et l'école où je fréquentais, je me permets toujours de citer cette école parce que pour moi c'est l'une des grandes bénédictions que j'ai eues de ma vie, d'être dans une école où les promoteurs mettaient l'effort comme facteur de réussite. Et la devise de notre école était la réussite par l'effort. Alors très tôt, j'entre dans cette école où le promoteur de l'école ainsi que sa femme sont des pionniers d'un système de privatisation de l'éducation au Congo. Donc c'est les premières personnes qui militent pour qu'il y ait des écoles privées au Congo. Alors ils sont très axés dans l'éducation,
ils prennent les élèves comme étant leur richesse. Et donc là, on est contrôlé. Vous n'êtes pas que contrôlé par vos parents, vous êtes contrôlé par des promoteurs et par des professeurs. Donc là, vous voyez que, pour moi, le schéma d'une société qui se base sur des valeurs qui ne viennent pas que de vos parents, mais des aînés qui sont là, des personnes qui visent avant tout que les gens soient structurés, éduqués et qui deviennent des adultes responsables. Et pour eux, et pour ces personnes-là, je veux dire pour elles, ces personnes-là, l'éducation est le socle. Et moi, c'est dans cette ambiance que j'ai grandi. Donc je fais ma scolarité, je parle de l'école primaire au secondaire dans une même école. J'ai fréquenté les mêmes professeurs, les mêmes amis. Et ça m'a permis de me rendre compte que c'est important de bosser dur, c'est important d'être une amie véritable, c'est important d'avoir de la fidélité, c'est important d'avoir de la rigueur. Et c'est surtout important aussi de savoir gérer en fait une cohésion sociale quand on vit dans une communauté. Voilà un peu en quoi d'où est-ce que je sors, ma matrice, et ce qui compose la base de mon enfance et de mon éducation. Et dans cette enfance, cette éducation, il y a des figures qui vous marquent particulièrement. Et vous aviez, dans une collaboration que nous avions eue par le passé, vous aviez parlé d'un grand-père qui vous a particulièrement touché, en vous donnant cette sensibilité au vert. Exactement. Alors moi, mon grand-père, il est au village, il venait me voir pendant les vacances, ce qui fait qu'on parlait beaucoup avec mon grand-père. C'était un homme très riche de par la conversation, et lui, il avait d'autres enfants en ville, mais il nous faisait savoir que nous avions la chance de vivre encore dans cette savane, et il nous partageait les valeurs de la nature. Je te parlerai par exemple de l'intérêt de nettoyer sa parcelle en débroussaillant, mais pas n'importe comment. Très tôt, j'ai compris qu'il y a des arbres qu'on n'enlève pas. Il y a des arbres qui sont utiles, qui ont plusieurs fins, cosmétiques, etc. Mais ça, c'est mon grand-père qui nous l'a appris. Et j'ai appris à m'intéresser par exemple à la citronnelle depuis la racine jusqu'aux feuilles, mais c'est mon grand-père, et là tu as 8 ans et tu connais que la citronnelle peut t'aider à ça, la papaye très tôt, 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je savais déjà que les graines me permettaient de me déparasiter, etc. Et que ces racines me servaient aussi pour lutter contre le paludisme, et que ces feuilles je pouvais les bouillir pour boire une tisane et me faire une bonne détox. Vous voyez un peu, avec toute cette réflexion, toutes ces histoires que le grand-père vous partage, tu te rends pas compte, mais il y a l'union qui se crée entre toi et la nature. Mais parce qu'il y a un catalyseur qui vous a permis d'avoir ce lien. Et avec mon grand-père, on est restés amis jusqu'à sa mort. Vraiment, on parlait beaucoup, on parlait spiritualité, on parlait amour, on parlait argent, on parlait autorité avec mon grand-père. Et à la fin de sa vie, il est mort, il avait 90 ans, il avait toute sa tête, il parlait super bien. Je peux te dire que moi, c'est mon grand-père qui m'a aussi beaucoup influencé la langue française, quelque chose qui est quand même incroyable. Et je lui dois énormément beaucoup. Je dirais que pour moi, mon grand-père était mon ange gardien. Alors, il a joué pratiquement le rôle d'un mentor. Ouais. Il a été ce grand-père, pas seulement charnel, mais aussi spirituel. Ouais. Et pourtant, fort de ce bagage qu'il t'aura transmise, tu te diriges pourtant vers des études assez distantes de ce domaine de la nature. Tu vas plutôt vers des études plutôt assez techniques. Sur quel domaine ton choix se porte à ce moment-là pour entamer tes études supérieures? Alors, pour entamer mes études supérieures, je choisis l'électricité industrielle. J'opte pour une filière qui me permettait d'être très vite, d'avoir de la compétence, d'être très vite sur le marché de l'emploi. Et quand j'analysais mon environnement, je savais qu'avec l'électricité, j'allais pouvoir m'en sortir. Je dois avouer que je suis une femme très technique. J'aime beaucoup bouger, j'aime répondre aux besoins, j'aime solutionner des problèmes. Et pour moi, les matières techniques, c'est quelque chose dans laquelle je me sens à l'aise. Et après, avant d'arriver à l'université,
j'ai participé dans le cadre de mes activités spirituelles aux rénovations des salles du royaume au niveau de Jéhovah. C'était une belle expérience. Je me suis vue être maçon, parce que je faisais des briques, je sais faire des claustras, je vais faire des bétons et tout. Et donc, même là, en plein équipe, quand on rénovait en fait les salles du royaume, les coordonnateurs de ces centres me trouvaient très habile. Ils me disaient, Paul Sarah, sérieusement, on aurait dit que tu faisais à l'école. Et je me plaisais dans ça énormément. Je ne me suis pas vue faire autre chose après. Je me t'ai posé la question, c'est vrai, entre ça, l'électricité, qui englobait bâtiments, menuiserie et électricité. Je me suis posé la question entre cette filière et, je vais quand même le dire, et la Terre. Parce que la Terre a été quand même mon premier choix. J'ai fait un concours de VDR à l'époque, l'INSAF, pour faire agroforesterie à l'époque, parce que ça me rattachait à mon environnement, à ce pourquoi je me suis baignée depuis mon enfance et j'aimais ça, j'aimais protéger la forêt, je me sentais enfant de la forêt, il n'y a rien à faire. De toute façon, je vais le dire, je me sens enfant de la pluie. Donc moi, je suis très connectée à la pluie. Voilà. Et pour moi, c'était important que je fasse la forêt. Ça n'a pas marché, j'ai raté mon concours. L'option que j'avais à côté, c'était l'électricité industrielle. Comme c'était deux options que j'aimais bien, je me suis donnée des bons. J'ai fait ma licence et de ma licence, j'ai travaillé chez des particuliers. On faisait des installations de maisons, studios, des chambres salon, etc. Et ensuite, j'ai fait des stages à l'actuel ED Carré, à l'époque SNE. J'ai fait encore d'autres stages sur les installations des panneaux solaires, donc des panneaux photovoltaïques et tout, pour les énergies renouvelables. Vraiment, j'ai eu une bonne expérience dans mon domaine technique et j'aimais bien, mais à côté, j'avais toujours une main vers les notions vertes parce que chez moi, j'avais toujours mon potager, j'étais toujours la maman qui nettoyait et voilà, c'était quelque chose qui ne m'occupait pas. Donc, en soi, les deux passions, que ce soit l'électricité qui était quelque chose que j'aimais parce que je suis une femme très technique, mais la nature m'a toujours accompagnée. Et pourtant, le destin te rattrape. Le destin. Et il décide pour toi, parce que tu fais des plans, tu décides de ce que tu te projettes dans certaines voies, mais apparemment il y a quelqu'un en haut qui se dit que ça va pas être tout à fait ça. Et comment se passe cette, on va peut-être pas appeler ça reconversion, mais en tout cas, il se passe quoi à ce moment-là? Il se passe que je me rends peut-être pas compte que j'ai la capacité à transcender le cœur à travers ma voix. Que je ne me rends peut-être pas compte que j'ai une capacité à être stratège et à influencer un certain nombre de valeurs à partir des personnes. Et là, à l'école, pour la première fois, une télévision arrive à l'école. On cherche les enfants d'RDG. Et moi, on me choisit pour répondre aux questions des journalistes. Et un des journalistes me remarque. À l'époque, je suis Sam de quand même. Et le journaliste a un regard sur moi. 2 ans plus tard, on fait une sortie scolaire, on va au mémorial pour faire Warner et Brava. Et là encore, je suis interviewée. Ce média me remarque. Et chemin faisant, moi je vis complètement. Et c'est vrai que dans le quartier, quand on passait à la télé, au journal, ah oui, on t'a vu à la télévision, mais c'était quand même assez particulier pour moi, parce que les gens ont parlé pendant longtemps. C'était, ah non, mais sérieusement, tu es journaliste, tu vas faire journalisme quand tu seras grande. Mais moi, c'est pas quelque chose que je calculais, parce que je me disais, c'est pas ça ce que je veux faire. Et un peu plus tard, je suis invitée par un journaliste qu'on appelle Fortuné Ngolali, qui est l'actuel initiateur de la télévision sur les médias. Et lui, c'était ce journaliste qui m'avait vu pour la première fois et qui a eu le regard sur moi. Et 2 années plus tard, là, je fais la première année d'université, il m'invite pour poser des questions à un ministre.
et c'était le ministre des Zones économiques spéciales, M. Alain Aquala, à l'époque. On était 5 étudiants, on devait poser des questions à ce ministre à l'époque. Et c'est à Top Télévision, c'est une chaîne qui n'existe pas encore, qui n'existe plus, je veux dire. Et là, pendant l'émission, je ne me rends pas compte que le rédacteur en chef de l'émission est captivé par ma capacité à poser des questions. Il me dit plus tard que c'était structuré, on dirait une journaliste. Et la conversation avec le ministre se passe super bien. À la sortie de là, la chaîne me dit, on veut te l'entraîner. On me dit, bon, écoute, on va donner un petit quelque chose, après, donc on ne sait jamais. Et là, je commence en tant que stagiaire, je fais l'animation matinale, top matin, et c'est comme ça que je côtoie un peu les doyens de la communication du monde audiovisuel congolais, Simplice Maturel, donc je collabore encore avec Fortuna Ngolali, et je rencontre Abdul Kabar, et voilà. Et je travaille là-bas pendant 1 ou 2 mois. Et là, pendant que je fais ces animations, une autre personne me détecte. C'est un réalisateur congolais de la RDC, Dieu merci Molopo. Lui, qui me dit, écoute, tu viens passer un casting pour des émissions qu'on fera spécialement, mais ça ne serait pas à Top Télévision, mais une agence qui collaborait avec Top Télévision. Et quand j'arrive dans cette boîte, CR Production a le niveau, pareil. Ils sont de la RDC, ils sont des pros de la communication, c'est à un autre niveau. Et moi, je stresse, je me dis, mais moi, je suis pas dans ça. Et on fait un casting avec 2 journalistes de renom et l'autre. Je suis retenue. Et j'intègre cette équipe en tant que reporter. Et en tant que reporter, on travaille sur des émissions assez concis, des émissions Chemin d'avenir, avec le doyen, comment tu l'appelles déjà, qui était notre star de 20h. Oh là là, le papa. Est-ce que tu vois Jean-Claude Cacou. Oui. Ah oui, voilà. Oui. Je rencontre Jean-Claude Cacou, du coup on collabore avec Jean-Claude Cacou, après ces 2 émissions encore beaucoup plus magnifiques, et on met en place, la boîte va mettre en place une émission qu'on appelle Perspective Mag, un magazine qui était dédié au développement de la jeunesse africaine. Je collabore avec une jeune femme particulière, Marvelitou. Et avec Marvelitou, au début, moi je suis très timide de nature, moi, je suis quelqu'un de très réservé, je suis pas que timide, je suis très réservée de nature, j'observe beaucoup. Et Marvel, à l'époque, quand elle arrive, moi je suis très réservée, je fais pas preuve d'initiative, et je suis très dans l'observation, et se doute de mes capacités. Et on est deux reporters, un autre reporter très aguerri de la télévision nationale, et moi, on me dit que je suis électricienne. Franchement, premier reportage dans Perspective Mag, on va sur le terrain, et quand je reviens avec mon papier, je reviens avec mon reportage, je fais le montage avec les gars, et la dame, elle fait je me suis trompée sur toi. Et je suis devenue la reporter principale de ce magazine. Et un peu plus tard, je vais lancer moi-même mon propre magazine, Uzuri, un magazine qui fait la promotion de la culture congolaise et artistique. Et ce magazine va me valoir le prix de la révélation de l'année 2018 au Congo. Un magazine qui a été beaucoup publicité, où j'ai été contactée par TV5 Monde par rapport à la qualité du contenu. Et c'est comme ça que je me rends compte que finalement, je suis penchée vers la communication. Et un peu plus tard, j'ai fini par intégrer l'équipe de la communication de l'Institut français du Congo en tant qu'assistante de communication. Et je sors de là en tant que chargée de communication de l'Institut français du Congo. Voilà. Très beau parcours. Comme quoi. Alors aujourd'hui, tu es une femme très influente, on l'a entendu, de la scène publique. Donc tu fais partie aujourd'hui, de par ton association Human Press, tu fais partie des personnes qui donnent le temps à la lutte écologique au Congo. Donc vous collaborez avec de grands organismes internationaux, dont la délégation de l'Union européenne au Congo. Pour une jeune femme à la fleur de l'âge, avec tout ce que tu as comme casquette, comme capacité, comme potentiel, et aussi finalement comme exposition,
Est-ce que les tentations de toute nature, les dérapages, les pas de côté, ils peuvent être nombreux, mais aussi la pression peut être importante au quotidien. Le quotidien en lui-même, il peut être et il est très lourd. Comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais pour vivre cette vie des hauteurs? C'est déjà à se considérer que nous ne sommes pas forcément une étoile telle que les autres le perçoivent. Personnellement, je sais qu'il y a de la valeur à se donner à soi-même. Comme je te l'ai dit, j'ai vécu avec des personnes qui m'ont appris à mettre de la valeur dans ce que je faisais. La valeur que je suis dépend de ce que je donne, dans ce que je fais, dans les relations que j'ai avec des personnes. Et cette valeur-là, quand elle me revient, elle me permet d'être heureuse. Et parfois, on n'arrive pas à se rendre compte de comment est-ce que nous impactons réellement, comment est-ce que nous sommes positionnés dans le regard du jugement social, justement, parce que là, il est question du jugement social qui te permet de dire que oui, tu es parmi les personnes influentes, etc. Mais pour te dire, c'est que d'un côté, je suis très concentrée à parachever ma formation, dans le sens où je me dis que j'ai beaucoup de choses à faire. Je passe mon temps à me former, je passe mon temps à me développer. Et généralement, quand tu es concentré dans la formation, dans le développement de soi, dans le dépassement de soi, ton énergie n'est pas éparpillée à regarder les choses qui se passent autour. Par contre, il y a une pression que l'on peut ressentir, qui va être une pression que l'on va se donner par exemple soi-même, par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est une pression qu'on peut vivre par exemple au quotidien, ou parfois dans ta vie intime. En tant qu'une femme, on va se dire la vérité, c'est que plus on grandit, plus tu as des ambitions. C'est important, et moi je veux dire, je suis une femme qui adore le principe de la soumission par un homme. Je trouve que cette complémentarité-là, elle est parfaite. Mais plus tu as de l'ambition, parfois ça peut être dérangeant dans ta vie de femme. Je veux dire, de trouver un partenaire qui va t'accompagner dans ces émotions si importantes qu'il soit blessé. Les plus grands challenges pour moi, c'était de remettre à plus tard, par exemple, ma vie sentimentale, parce que parfois, c'est ça le prix à payer. Ta vie sentimentale est vraiment est remis à plus tard. Il y a le regard familial. C'est d'accepter que tu ne seras pas toujours présente pour ta famille comme il faut. Parce que ton temps est tellement concentré à bâtir et à concrétiser les objectifs que tu te fixes. Et par moments, tu ne regardes pas tes parents, ta famille, du regard qu'ils souhaitent. Et eux, en retour, ils ne peuvent pas toujours te comprendre et ils peuvent avoir sur toi un regard qui peut te peser. Parce que tu vas avoir l'impression, soit tu es abandonné, soit tu es incompris. Et ça détruit moralement et mentalement. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Et après, il faudrait t'appuyer sur le très peu de personnes, que ce soit de ta famille, de tes amis, qui peuvent comprendre la personne que tu es. Et ça c'est quelque chose que j'ai très longtemps très mal vécu, parce qu'il y a des amis qui ont commencé à dire que j'étais distante, que j'étais devenue, voilà. C'est normal, parce que pour moi, c'est pas que je voulais pas passer du temps avec eux, mais plus on grandit, plus on a des responsabilités, moins on passe du temps sur des choses, sur certaines choses. C'est pas parce qu'elles ne comptent pas, mais elles ne deviennent plus une priorité. On aime ces choses-là, mais seulement par rapport à la situation dans laquelle tu te retrouves. Il te faut, par exemple, faire fi de ces choses-là. Moi, il m'est arrivé avec la casquette de cette femme déterminée, professionnelle, qui veut atteindre certains niveaux, d'oublier mon regard de femme. Et ça, on n'en parle pas, mais
je perdais beaucoup en féminité. Il y en a certaines femmes qui réussissent, mais moi non. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Parce que j'étais plus axée, je dois réussir, et mon mental était très masculin. Et il y a le développement et le regard de cette douceur de la féminité qu'on perd. Et cette douceur, elle est importante pour se construire une vie, par exemple, sentimentale. Si tu vas avec ce manque de douceur, tu peux avoir un compagnon qui t'aime, mais qui va se sentir blessé par toi, parce que tu n'arriverais pas à combler certains de ses attentes, de ses besoins. Et ça, c'est important. Et ça m'a permis, par exemple, de filer en amour. Vraiment. Ouais, des filets en amour, parce que je sais pas Les jeux ne sont pas faits. Voilà ce que me réserve l'avenir, mais ça reste. Tu t'attendais pas à être en communication, par exemple. Voilà, donc on ne sait jamais, mais ça fait partie des choses. Après, c'est aussi de se dire d'assumer ses décisions, parce que quand on est une femme leader, il y a des décisions qu'il faut assumer. C'est-à-dire que je prends ça comme décision, et parfois le regard de la foule est contre ta décision. Oui, effectivement. Et au fond de toi, tu sais que c'est ce que tu dois faire. Tu le dois. Et avec des résultats positifs ou négatifs, tu l'assumes. Il faut avoir le mental, le cran de pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose à dire comme ça, c'est facile, mais il faut donner les moyens. Il faut vraiment donner les moyens. Alors, nous allons progressivement vers la fin de notre émission. Pour ceux qui te connaissent, moi particulièrement qui ai la chance et la grâce de te connaître un peu en dehors des phares de la scène publique, certains diront de toi que tu as une certaine sensibilité, aussi bien émotionnelle, mais aussi aux choses de l'esprit. Il y a des choses que tu dis, et la manière dont tu le dis, on se dit, là, ce n'est pas elle qui a parlé. Et ce constat est assez régulier. Est-ce qu'il est possible de savoir d'où te vient cette sensibilité et comment tu fais pour la vivre dans un contexte, comme dans la vie en général, où on peut recevoir certaines pressions, certaines propositions, pas très catholiques. Et est-ce que définitivement tu dirais que cette sensibilité est une aide ou plutôt un frein dans le monde actuel, dans le monde que tu côtoies au quotidien? C'est ma plus grande bénédiction. Alors pour te dire honnêtement, c'est une révélation. C'est ma fondation. Tout ce que je suis tient de ma sensibilité spirituelle. J'ai un rapport très profond à la spiritualité. Et moi, je crois au fait qu'il existe un Dieu ou un esprit puissant qui nous a doté de capacités à être comme lui. Et qui nous a doté aussi du libre arbitre pour nous permettre de réfléchir et d'agir avec une forme de puissance. Tout sur ces termes n'est pas toujours une question de logique, d'intelligence appliquée. Parfois, une intelligence appliquée ne convient pas toujours. Parfois, il faut aller au-delà d'une intelligence appliquée parce que quelque chose qui est appliqué cadre avec une existence palpable. Mais dans ce que l'on fait, il y a parfois de l'inexistence non palpable par les humains, mais palpable par les esprits. Et quand on accepte qu'on ait une part d'âme spirituelle et qu'on a un créateur qui existe et qui a une formule de fonctionnement, on fait attention à ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment dans notre vie où on apprend à écouter au-delà de ce que l'on voit. Je parle d'écouter au-delà de ce que l'on voit, parce que écouter, c'est aussi voir et voir ce qui se dit dans le regard. Mais il faut aller au-delà de ce que tu vois dans ton regard pour écouter ce qui se dit. Et je remercie tous les jours le Seigneur de m'orienter dans ça. Au départ, je ne me rendais pas compte que la relation particulière avec Dieu, c'est être capable de dire que par rapport à telle situation professionnelle, un dossier que tu as dans ton bureau, le fait de prendre 2 minutes de ton temps et de prier, de demander à Dieu une réaction et qu'il peut te donner l'argument qu'il faut pour faire signer un contrat, faire gagner un projet. Parfois, en fait, à un moment donné, on ne disait pas ça.
Et quand je me suis abandonnée au Seigneur, comme beaucoup de gens, je croyais en Dieu, mais j'expérimentais pas une relation profonde et intrinsèque avec lui, où je pouvais me dire qu'il existe et que je peux le parler, qu'il peut me répondre, qui peut m'orienter, qui peut me dire que voici ton choix de vie, voici là où je t'emmène. Avant, je me disais le fait de prier, de respecter ses principes, ça suffisait. Mais non, c'est une vie comme on a avec toi. On a appris à se connaître, on a appris à se parler, à partager nos moments de rire, à partager nos moments de pleurs. Avec le Seigneur, avec cette force spirituelle, c'est pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas un frein, parce que, comme tu l'as dit, je viens d'une famille modeste. Je ne pouvais pas imaginer qu'avec ma famille, mon père, il gagnait 100 000 francs jusqu'à ce que j'étais en 3e année d'université. Je sors d'une famille de 10 enfants. Pour te dire que moi, je n'ai pas eu d'argent de poche. Je ne sais pas ce que c'est. Mon père nous aimait beaucoup. J'ai eu un père travailleur. Par contre, il s'est battu pour que nous mangions tous les jours. Il s'est battu pour que nous partions dans une école, dans de bonnes écoles, notamment une école privée, pour que notre suivi soit efficace. Il nous disait, tout ce que j'ai à vous donner de meilleur, c'est ça. Je ne connaissais pas ce que c'est que acheter des vêtements de luxe. Je ne savais pas ça. On pouvait se taper 2 ans, 3 ans sans pourtant avoir de nouveaux habits. Heureusement que nous avons une maman bonne manager, parce que la maman, nous connaissons les friperies. Et donc, elle pouvait choisir les meilleures pièces, comme pour beaucoup d'enfants congolais. Et tu sors de là, tu es tout propre. Notre maman savait faire les tresses. Nous avons une tête toujours bien faite. Donc, si tu nous voyais de l'extérieur, tu pouvais t'imaginer que nous étions bien. Jusqu'à nos 10 ans, on a partagé un lit avec nos frères et sœurs. Tu vois un peu. Quand je dis que je me suis lavée dans la rivière, oui, mais parce qu'il n'y avait pas d'eau chez nous. On partait se laver dans la rivière, faire notre vaisselle dans une rivière, faire notre lessive dans une rivière. Et ça, c'est jusqu'à ce que j'ai eu mes 20 ans, 21 ans. Moi, les garnitures, heureusement que, on va se dire, ça a été, aujourd'hui, je suis heureuse parce que finalement, c'est de l'écologie, mais on a fait le recyclage des couches. Il fallait nettoyer, désinfecter, etc. parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir chaque fois des bandes hygiéniques. Et est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Nous, on a grandi avec une nourriture aussi, par jour. Voilà. Tu comprends un peu? Mais cela, ça ne nous a pas empêchés d'être heureux parce que nous avons un père et une mère qui étaient présents. Et donc, dis-moi un peu de cette condition d'où je viens, d'un quartier reculé de Massingo, avec un père qui n'est pas riche. Et on n'a pas de parents riches, non, comme on dit dans notre société. Non, pas du tout. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est une grâce divine pour me permettre de me retrouver dans des grandes institutions, de collaborer avec des grandes institutions, d'avoir des amis. Aujourd'hui, mon répertoire, quand je regarde mon répertoire, j'ai un répertoire de personnes comme mes frères ou parfois les jeunes qui sont autour de moi disent Madame Paul, toi tu joues dans la cour des grands, quoi. Mais j'arrive à les côtoyer comment? Qu'est-ce qui fait que de l'univers où j'étais, je me retrouve dans un milieu, c'est comme si nous étions affiliés depuis mon enfance. Mais pas du tout. Et le Seigneur s'est orienté le chemin. Il te fait asseoir sur la table des grands. Il veut que tu apprennes des grands parce qu'il a des missions pour nous. Je suis de ceux qui pensent que la vie ne se limite pas à nos 90 ans. Je ne suis pas sûre. Moi, je crois en l'éternité. Si l'éternité est réelle, ma chérie, que ferons-nous pendant l'éternité? On doit porter des vies, on doit porter des projets qui peuvent durer éternellement. Alors, tout ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, les relations que je bâtis aujourd'hui, je me dis que cette relation, s'il me faut la vivre éternellement, je la vivrai éternellement. Et je demande l'accord de mon Seigneur. Tu penses quoi de telle personne? Tu penses quoi de quel projet? Il y a eu des projets que le Seigneur m'a dit, tu ne la feras pas maintenant. Mets ça là-bas, dans le congélateur. Et il y a un moment où tu dis, tu es là, tu n'y penses pas. Tu sens au fond de toi-même qui te dit, sors ce projet. Et tu le sors, et tu le mets sur la table, et ça va crescendo. Notamment le projet Human Press, au Courant, mon association et autres. Je l'ai depuis des années. Depuis plus de
15 ans peut-être, mais on l'a mis en place il y a 3 ans. Et en le mettant en place, quand j'en parlais à des amis, je sens que le Seigneur me dit que c'est le moment. Il y a des gens qui m'ont dit c'est un modèle, c'est bien. Ils ont même pas prêté attention. À peine hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit Paul, quand je regarde ce que tu fais aujourd'hui, je me dis, il y a 3 ans, tu nous parlais de ça en étonnant, je disais, toi tu es toujours dans ta rêverie parce que soi-disant que je suis très philosophique, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de hyper sensible. Quand je dis des choses, j'ai toujours une dimension spirituelle quand je le dis. Et la personne me dit, de l'idée au projet que tu as écrit, à l'exécution et en suivi évaluation, Paul, quand je regarde ce parcours, je me dis, qui es-tu? Je suis Paul Farah, une jeune femme qui est portée par le Seigneur. Je suis fille d'un père vivant et qui dit que demain, les humains doivent être un et qu'il réunira la terre. Il fera de la terre un endroit magnifique, mais qu'il réunit des princes et des princesses sur toute l'étendue de la terre pour faire d'eux les meilleurs dirigeants pour son royaume. Alors moi, je crois en ça. Je sais que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est des formations de notre Père. Je laisse le Seigneur me dire. C'était très très profond. Je crois que tu as édifié des nations là. Alors, chers auditeurs, nous allons à présent marquer une courte pause musicale et nous allons nous retrouver pour partager un Café Slam, une nouvelle rubrique de notre émission, votre émission, qui vise à diffuser les textes, les créations des membres des ateliers Renaissance, des ateliers d'écriture, slam et poésie, dont l'objectif est de revivre dans l'esprit par le biais de l'écriture. Aujourd'hui, nous avons 2 textes à vous présenter. Ils sont de la signature, vous l'aurez compris, de Princilia Pérez Poésie, votre très chère animatrice, en espérant qu'ils vont créer un mouvement de l'esprit dans vos cœurs et dans vos vies. Nous allons d'abord donner la parole à notre invitée. Elle a un partage à nous faire. Ouais. Et en toute exclusivité, c'est un honneur, un privilège, et nous allons l'écouter. C'est un extrait d'un livre autobiographique. Et je vais sûrement vous partager un petit morceau de mon livre. Alors, à mon enfance, l'innocence dans un environnement sain, c'est ma définition du bonheur. Nous partageons une seule chambre, mes 3 sœurs et mes 2 frères et moi, mais nous étions heureux. Heureux et enthousiastes d'attendre 11h ou 10h pour notre petit déjeuner. Heureux de se mettre autour de la marmite au feu à 19h, attendant que maman finisse de préparer le dîner pour nous servir. Heureux d'étaler nos assiettes en plastique, 6 exactement, chacun avec sa couleur. J'étais la jaune, mon frère aîné le bleu, ma sœur aînée le rouge, ma sœur cadette le rose, mon petit cadet, le Benjamin de l'époque, le vert. Oh maman, tu faisais toujours attention. Elle faisait de son mieux pour que papa ne soit pas servi dans une assiette en plastique. Lui était réservé une assiette cassable. Lui, il avait toujours un bol. Lui, il avait une table dressée avec des couleurs, un verre et une carafe d'eau. Et lui, nous étions heureux. Bravo, c'est très profond, c'est très touchant. Et ça résume assez bien tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ce partage en exclusivité. On a hâte. Merci à toi pour l'invitation, j'étais très contente. On n'a pas terminé encore. Ah ouais. Merci. Alors, je vais à présent, à titre de Princilia Pérez Poésie, vous faire le partage d'un texte. Ce texte, je le dédie à Black Panther Slam, qui a été la personne qui m'a donné vraiment le goût de l'écriture en vers, parce que j'écrivais en prose et il a eu vraiment cette grandeur d'âme de s'engager sur un terrain qui n'était pas très... Donc je le dédie à Black Panther Slam et à son atelier qui se retrouve chaque samedi au Centre culturel russe, et je dédie ce texte à toutes les personnes vivant avec la drépanocytose en espérant qu'il crée un déclic. Un jour, un médecin m'a dit que lorsqu'on arrive dans un endroit, il est bon de se présenter. Permettez-moi alors de vous révéler mon identité.
Je suis une âme qui a été convoquée à la vie et dont le drame va coudre une partie de son histoire, mais qui va finir par devenir un signe d'espoir et de foi. Je suis une enfant née drépanocytaire, une enfant contre qui la science va déposer un motif de condamnation. Je suis cette jeune élève drépanocytaire qui va subir le harcèlement à cause d'un corps trop mince et d'une incapacité à faire épaisse. Je suis cette fille unique, sac à main de sa mère, qui ne connaît son père que du reflet que lui renvoie son miroir. Je suis cette adolescente drépanocytaire qui en a eu marre de jouer les boucs émissaires, d'avoir à se justifier sur la couleur de ses yeux, la sécheresse de ses lèvres, l'inexistence de ses seins et l'invisibilité de ses fesses. Je suis cette littéraire dans l'âme qui a eu envie de s'exprimer et de dire les choses pour ne pas avoir à subir éternellement la loi du silence et de l'oppression. Je suis cette future écrivaine qui va prendre sa plume telle une arme pour fusiller le tabou et la stigmatisation et ne pas finir en dépression. Je suis ce médecin de formation, écrivain de passion et de profession qui a eu envie de sortir du monde des étiquettes, transformer sa folie en foi, s'accrocher à son Dieu, son roi, pour devenir mieux qu'une princesse, une véritable reine. Je suis une femme, une mère, une amie, une confidente, une présidente. Je suis un pont entre ce monde et celui qu'on ne voit pas, entre le monde des morts vivants et celui des guerriers combattants, un lien entre ceux qui souffrent et ceux qui soignent, entre ceux qui ont besoin d'enseignement et ceux qui les accompagnent. Je suis cette zone tampon qui apaise les douleurs, qui essuie les larmes visibles et secrètes par le pouvoir de la parole écrite et prononcée. Oui, j'ose dire tout haut ce qui se pense et se vit tout bas. Je suis ce corps, fatigué et décharné, sculpté par les crises et l'anémie, rendu désirable et désiré par des hommes qui ne savent rien de mon électrophorèse ni de mon histoire. Je suis cette femme que tu as humiliée, abandonnée et rejetée parce que dans ta famille on n'accepte pas les drépanos. Je suis cette jeune femme coquette et sensible, café au lait dans l'âme et dans la nature, qui trouve auprès de son masculin sacré la force d'avancer, le courage de déclamer et l'envie de slammer. Je suis cette porte-parole d'un roi que l'œil ne peut voir, l'ambassadrice d'un évangile qui se vit plus qu'il ne se dit. Tel un astre dans le ciel, je suis un signe d'espoir. La preuve vivante et vibrante que la vie ne nous appartient pas, qu'elle est un mystère qui nous dépasse amplement et que qui que tu sois, quelle que soit ton histoire, tu es un miracle à part entière, la preuve vivante et vibrante de la gloire et de la magnificence de notre Dieu, ne l'oublie jamais. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas quel jour nous allons la diffuser. Nous sommes le mercredi 27 novembre. Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui vivent avec le sida, une maladie qui est voisine, qui est proche, en souffrance, en réalité, en combat, en tabou, en stigmatisation. Et nous voulons faire un texte pour toutes les personnes qui vivent avec le sida, en espérant que vous trouverez dans ce texte la force nécessaire pour avancer dans un contexte qui est particulier. Ce texte, je le dédie à Andrea Mestre, une amie, une sœur, une force de la nature comme Paul Sarah. Et où que tu sois, reçois ce texte et merci pour la force que tu envoies dans ce monde, pour les belles ondes que tu nous envoies. Le texte, il s'appelle Andrea. Je l'ai appelé comme ça, il est aussi simple que ça. Alors, le 1er décembre de chaque année, et ce depuis plusieurs années, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre le sida. Cette année, je voudrais parler d'une jeune femme spéciale qui à elle-même se lève contre cette maladie comme un petit David face à Goliath. De cette maladie, l'image qu'on a, c'est celle des malades amaigris, vidés, consommés par un mal invisible, une véritable épidémie, qui dès son arrivée au fil des années a pris des allures de pandémie. Elle a décimé des millions et des millions d'individus, femmes, hommes et même enfants.
Ces talents, malheureusement, sur plusieurs générations, quand on l'a reçu d'un parent qui, même, souvent, n'est plus vivant. Le problème du sida, c'est que c'est une maladie de la honte, une maladie qui interroge nos mœurs et même certaines de nos tendances. Si on est quelqu'un qui marche droit devant, ou on a tendance de faire un peu les choses par derrière, t'auras compris des choses pas très catholiques. Alors vois-tu, le sida, quand tu l'as, tout le monde s'en va. Quand bien même quand tout le monde fait ce que toi tu n'auras fait peut-être qu'une seule fois. C'est presque une question de chance ou de malchance, un jeu de lipato à qui attrapera le fléau qui court dehors. Alors l'annonce du diagnostic fait toujours l'effet d'un arrêt de vie, d'une mise à mort ou même d'une fin de vie. Chacun réagit à sa manière, certains se suicident. Pensez à toi ma fée dans le ciel. D'autres s'endurcissent, s'enlaidissent, laissent leur cœur se noircir, se disent en eux-mêmes qu'ils ne vont pas mourir seuls et entraînent des dizaines de personnes dans leur tombe pour la simple raison, et ils le disent, qu'ils ne vont pas mourir seuls. Alors via quelques billets de 10, ils partagent la maladie à tout va, en se postant dans la rue ou en roulant dans des VX. Ainsi la maladie est partagée, distribuée aux petites, qui à leur tour vont les distribuer à leurs petits amis. Ainsi s'en va la chaîne de mort. Ainsi, quand on parle de sida, le sujet est grave, très grave, sauf chez Andrea. Andrea est une jeune femme, la trentaine, ou peut-être à peine, séropositive, mariée et mère de 3 enfants, tous séronégatifs. Ah oui, toute sa famille est séronégative. Tu as bien entendu, et oui, c'est possible. Andrea Mestre, de son nom d'épouse, rencontre son futur mari, déjà le pied dans la maladie. Elle croit sa vie finie, elle l'évite, elle le repousse. Et lui poursuit son entreprise, même quand elle lui dit « Je suis séropositive ». Si le sida est un problème, surtout en Afrique, c'est parce qu'on n'a pas accès à la bonne information, au bon traitement, aux conditions matérielles et financières de suivre son traitement. Telle a été sa chance, une véritable grâce, un miracle. Elle est tombée sur le bon homme, la bonne information et le contexte qui va avec. Quand tu vois Andrea, tu te diras pas. Elle brille, elle rayonne, elle fait ça bien. Elle parle de sa maladie à cœur ouvert. Si tu ne me crois pas, tu as le droit. Mon cher Saint Thomas, je t'invite à aller voir sur sa page Andrea Mestre sur Phébé. Et je peux t'assurer, tu seras impacté. Voilà, chers amis, c'était un texte de slam à l'endroit des personnes vivant avec le sida. Si tu habites le Congo-Brazzaville, nous t'invitons d'ores et déjà à rejoindre nos cercles de parole et nos ateliers d'écriture-thérapie au Renaissance à Matour, la rue Mbemba Hippolyte, numéro 1827, non loin de la paroisse évangélique du Congo, juste à la sortie de la Corniche. Et parce que les places sont d'ores et déjà limitées, nous t'invitons à prendre ton inscription via le 06 751 43 52 ou en écrivant aux ateliersrenaissance@gmail.com. Nous serons ravis de t'accueillir. Pour le mot de la fin, nous nous retournons vers notre invitée. Elle conclura avec nous ce moment qui a été magnifique et très grand. L'esprit était là. Exactement, l'esprit était là et je suis très contente de savoir que tu as fait un texte aussi émouvant sur Andrea Mestre, une femme aussi que j'affectionne beaucoup, ouverte d'esprit. Et je suis d'accord. Il y a une seule chose dans la vie. Il n'y a pas de date de péremption pour être une valeur ajoutée pour soi-même et pour les personnes qui comptent pour nous. Comme toi-même, Princilia, comme Andrea Mestre, j'encourage tous les jeunes, et toutes les personnes, parce que non, pas que les jeunes, toutes les personnes, à dire qu'en nous il y a des éveils, en nous il y a la possibilité de mettre de la lumière et de continuer à soigner la vie, peu importe ce qui se passe. Alors ce sera le mot de la fin. Merci chers auditeurs de nous avoir reçus dans vos foyers, dans vos bus, dans vos taxis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Renaissance. D'ici là, portez-vous bien.